Nous sommes le 28 février de l'an 2000. John Price, un Américain âgé de 44 ans, s'apprête à quitter son poste de travail, mais avant de le faire, il prévient ses collègues de travail que s'il ne revient pas demain, c'est qu'il a très certainement été assassiné par sa compagne, Catherine Knight. Les propos de John sont pris sur le ton de la plaisanterie par ses collègues. Ils rigolent un bon coup et souhaitent ensuite à John une bonne soirée et se disent à demain. Et le lendemain matin, John ne se présente pas à son poste de travail. Ses collègues se remémorent alors les paroles qu'il a prononcées la veille et commencent peu à peu à s'inquiéter. Et si John avait dit la vérité ? Inquiet au vu de la situation, et notamment des paroles qui ont été prononcées par John la veille de son départ, et surtout la veille de son absence, deux de ses collègues décident de se rendre à son domicile pour vérifier qu'il n'est rien arrivé à John. Et lorsque ceux-ci passent le perron et arrivent au niveau de la porte d'entrée, l'effroi les gagne. Parce qu'il paraît clair et net que les traces rouges présentes sur la poignée sont du sang. À partir de ce moment-là, les deux collègues décident d'appeler la police. Lorsque les premiers agents de police se rendent sur les lieux, les collègues de John contextualisent à ceux-ci les circonstances de l'absence de ce dernier. Ils expliquent les paroles qu'il leur a prononcées la veille, et les agents de police, avant d'entrer dans la maison, ne savent donc pas à quoi s'attendre et se préparent au pire. Mais une fois qu'ils auront pénétré dans la demeure, certains d'entre eux ne seront plus jamais les mêmes. Parmi eux, beaucoup même auront démissionné quelques jours plus tard. L'odeur nauséabonde du sang recouvre l'entièreté de la surface de la maison. Les murs sont recouverts d'un liquide visqueux et rouge. Un homme dépecé est accroché au milieu d'une pièce. Le cadavre est transpercé de part et d'autre par un crochet métallique, à l'image d'une carcasse en boucherie. Comment un tel niveau d'horreur a-t-il pu être atteint ? Comment un être humain a-t-il pu infliger à un autre un tel sévice ? L'ensemble de ces réponses, nous allons devoir les voir après avoir analysé le profil de Catherine Knight. L'enfance de Catherine Knight ne fut pas de tout repos. Sa mère, déjà, avait dû faire face à un mari particulièrement violent qui n'hésitait pas à la violer plusieurs fois par jour. L'alcoolisme est ce qui caractérise principalement le père de Catherine Knight, un homme violent qui crée un environnement particulièrement malsain pour la jeune fille. D'ailleurs, très jeune, dès l'école primaire, Catherine n'hésite pas à en venir aux mains avec les autres élèves, que ce soit des filles ou des garçons. Elle déclenche plusieurs fois des bagarres et est reprise à de multiples reprises par les enseignants. Et cette violence ne va faire que s'accroître. Alors qu'elle passe au lycée, Catherine continue d'avoir des heurts avec différents élèves. Elle sera même interpellée par la police pour avoir menacé un autre garçon avec une arme blanche. Elle sera même interpellée une seconde fois, après, cette fois-ci, s'en être pris à un enseignant qui avait dû se débattre et agir en état de légitime défense contre Catherine. Une scolarité donc chaotique, un comportement particulièrement violent, la font quitter l'école à 15 ans avec des graves difficultés dans la lecture et l'écriture. Mais Catherine est une femme avec des ressources. Elle ne va pas abandonner, va rebondir en trouvant un emploi au sein de l'abattoir local. Ses patrons d'ailleurs la trouvent particulièrement investie et ils estiment qu'elle a un potentiel non négligeable. Catherine est alors affectée à la section du désossage des carcasses, ce qui signifie qu'elle va recevoir son propre kit de couteaux. Les lames affûtées et tranchantes deviendront une obsession pour Catherine, qui ne les quittera plus, au point même de les accrocher au-dessus de son lit. Elle justifiera ce geste en réalité en expliquant que elle se trouve aussi proche en cas de besoin. Catherine Knight finira par se marier en 1974 avec un certain David Kellett qu'elle aura rencontré à l'abattoir. Mais la vie de ce couple sera très loin d'être un long fleuve tranquille et très éloigné également de la vie de couple qu'on a traditionnellement en tête. La violence et la peur seront ce qui viendra caractériser l'histoire de ce couple. Pourtant, Barbara Knight, la propre mère de Catherine, aura prévenu David de se méfier d'elle et qu'il pouvait potentiellement mettre en jeu sa vie. Dans un premier temps, David ne prit pas en compte les avertissements de la mère de Catherine. Mais plus le temps va passer, plus il se rendra compte qu'elle avait raison. Et les comportements étranges et violents de Catherine vont commencer très tôt dans leur relation de mariage, dès la nuit de noces en réalité. Puisqu'à partir de cette nuit, Catherine essayera d'étrangler David alors qu'il était simplement en train d'essayer de s'endormir après avoir eu des relations sexuelles. Mais Catherine, elle,
a considéré que faire l'amour 3 fois dans une nuit n'était pas suffisant et que il l'avait offensé. Quelques semaines plus tard, David se réveille en sursaut au milieu de la nuit. Il se rend compte que Catherine est assise sur lui avec la lame d'un couteau qui repose sur sa gorge. Catherine reproche à David de l'avoir trompé. Elle lui menace de lui trancher la gorge et lui demande « Est-ce qu'il est vrai que tous les chauffeurs ont des femmes dans chaque ville ?» Interrogé plus tard à propos de cet épisode, David racontera que il a vraiment eu peur pour sa vie cette nuit-là et qu'il pensait réellement qu'elle allait le tuer. Et au lieu de ça, Catherine retire la lame du couteau de la gorge de David et elle devient très câline avec lui. Sur le moment, le mari, ne considère pas qu'il était en danger, même avec une lame sur la gorge. Il estime que c'était un passage flou dans l'esprit de Catherine et ne préviendra jamais la police. Plus tard, il reconnaîtra qu'en réalité, il aurait dû fuir. Finalement, en 1976, le couple va avoir un enfant. Et là encore, cela ne va pas se passer comme prévu. Les médecins diagnostiqueront à Catherine une dépression postnatale. À peine sortie de l'hôpital, elle devra y rentrer quelques jours après. Quelques jours plus tard, les médecins considèrent que Catherine va mieux, qu'elle s'est remise de cette dépression et la renvoie chez elle. Simplement, après quelques jours avec le bébé et alors qu'elle est seule dans la maison, Catherine décide de le prendre, de sortir et de se rendre sur les rails de chemin de fer. Elle y dépose le nourrisson et malgré les pleurs et les cris de celui-ci, le laisse et s'éloigne des rails. Mais un homme qui passait par là a vu toute la scène. Et très rapidement, il s'est dirigé vers le chemin de fer afin de retirer le bébé des rails, qui était condamné à une mort certaine s'il y laissait. L'homme court en direction de Catherine, interpelle des passants, interpelle la police également, et raconte toute l'histoire. Cet acte terrible, pour des raisons qui semblent encore échapper à beaucoup de monde, ne sera jamais condamné. Et en réalité, on mettra sur le dos de la dépression la tentative de meurtre de son bébé. En parallèle de ça, le couple entre David et Catherine bat vraiment de l'aile. Ils s'entendent très mal, surtout David qui n'en peut plus des réactions violentes de sa femme. Ils seront séparés à plusieurs reprises, mais finalement, le mari reviendra toujours en pensant que la situation s'est améliorée. Un second enfant naîtra même de cette union en 1980. Mais 7 ans plus tard, en 1987, c'est au tour de Catherine de décider de quitter David. Et elle le quittera cette fois pour un autre David, David Saunders, avec qui elle aura, en 1988, un enfant, une petite fille. Et David Saunders n'est pas David Kellett, et il n'est pas aussi patient que celui-ci. Il se rend vite compte que la vie avec Catherine est très compliquée. Il la considère vraiment comme une malade, et il ne supporte absolument pas ses accès de violence. Il prend donc la décision radicale de quitter Catherine. La jeune femme, lorsqu'elle apprend ça, devient littéralement furieuse. Elle se saisit d'un couteau et va dans la cour où vivent le couple pour égorger un chiot de 8 semaines que David venait d'acquérir. À partir de ce moment-là, David Saunders, qui n'avait déjà plus une très haute estime de Catherine, la considère définitivement comme une psychopathe et il fuit définitivement cette femme. Et Catherine Knight ne restera pas célibataire bien longtemps. Quelques mois plus tard, elle rencontre John Chillingworth. Et cette personne est une personne particulièrement gentille. A priori, au vu des relations précédentes qu'elle a eues, on peut se dire que le couple ne fonctionnera pas spécialement bien. Pourtant, en 1991, Catherine et John ont un fils. Et John, malgré les attitudes un peu étranges de Catherine, comme dormir avec des couteaux tranchants à côté d'elle, et les accès de violence qu'elle a quasiment quotidiennement, eh bien, lui, il se fait à sa personnalité et peut vivre avec elle. Et encore une fois, ce couple sera éphémère pour Catherine. En 1993, soit 2 ans après avoir eu un fils, eh bien, les deux se séparent. Et c'est une séparation à l'initiative de Catherine. Parce qu'en parallèle de sa relation avec John Chillingworth, Catherine entretenait une autre relation avec un certain John Price. Une nouvelle fois, ce couple entre John Price et Catherine Knight a commencé sur de très bonnes bases. Il sera quasiment idyllique à ses débuts et se détériorera avec le temps, notamment avec beaucoup de violence et de haine. Au moment où Catherine Knight s'installe avec John Price, celui-ci est déjà le père de 3 enfants. John est un homme divorcé depuis un bout de temps puisque son divorce est intervenu en 1988. Mais ça n'empêche pas cette personne d'avoir une très bonne réputation auprès de ses amis, qui le considèrent comme quelqu'un de très gentil, de très serviable et sur qui on peut compter. Et John Price, lorsqu'il se met en couple avec Catherine Knight,
est tout à fait conscient de la personnalité de celle-ci. Il sait qu'elle peut être violente, il connaît le passé de cette femme, mais il décide tout de même de se mettre avec elle. Et deux choses font que John prend cette décision. La première, c'est que ses enfants acceptent Catherine Knight. Ils sont même aimants envers elle. Et ça compte beaucoup pour le père de famille. Ensuite, il y a un lien très particulier entre Catherine et John, le sexe. On y reviendra plus tard, mais par ce moyen, Catherine va quasiment réussir à contrôler John pendant un bon bout de temps. 3 ans s'écoulent et Catherine commence un peu à s'impatienter. Elle souhaite que John lui propose le mariage, mais celui-ci refuse. Très certainement en partie à cause du comportement de celle-ci, et Catherine va encore faire la démonstration qu'elle peut être particulièrement agaçante. Elle va aller filmer dans la maison des objets que John aurait pris sur son lieu de travail. Il s'agit là en réalité de kits médicaux périmés que John avait récupérés dans la benne de l'entreprise, mais Catherine ne se fait pas prier et envoie la cassette vidéo à son patron. Immédiatement, même si le préjudice ne représente absolument rien, le patron décide de licencier John pour faire un exemple. Cela faisait 17 ans que John était employé dans cette entreprise. Il gagnait bien sa vie et se retrouve du jour au lendemain à cause de cette femme, licencié et chômeur. Lorsqu'il retourne chez lui en ce jour, il va être dans une colère noire et il mettra à la porte Catherine Knight. Pendant plusieurs mois, John et Catherine ne se parleront plus. Et je vous l'ai dit, Catherine a un moyen de pression sur John, le sexe. Au bout de plusieurs mois, ils reprennent leur relation. John va tout de même mettre une limite. Il va interdire Catherine de venir s'installer chez lui. Mais au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, Catherine, avec son emprise de plus en plus forte sur John, va réussir à l'isoler de ses amis. Mais à part ces parties de jambes en l'air, il n'y a rien réellement qui soude le couple. Ils sont finalement très opposés. John et Catherine n'ont rien à voir. Ils ne peuvent pas être compatibles. Et forcément, cela crée des tensions et plusieurs ruptures à nouveau pendant plusieurs mois. Mais au cours d'une des disputes, cela ira trop loin, parce que Catherine, cette fois-ci, mettra un coup de couteau à John au niveau de la poitrine. La blessure est superficielle, et finalement John ne portera pas plainte auprès de la police, faisant passer ça pour un accident domestique. Mais c'est suffisant pour l'homme, et lui considère qu'il ne veut plus voir Catherine et coupe les ponts définitivement. Nous sommes alors en l'an 2000, et Catherine va faire une confidence particulièrement angoissante à son père. Elle va lui dire qu'elle compte tuer John Price. Le 29 février de cette même année, John, qui compte aller au bout afin de couper définitivement les ponts avec Catherine, va au tribunal afin d'obtenir une ordonnance d'éloignement pour qu'elle n'approche plus jamais sa maison et qu'elle n'apparaisse plus aux yeux de ses enfants. Et c'est en ce jour que John dira à ses collègues que s'il ne vient pas travailler le lendemain, c'est que très certainement il a été assassiné par sa compagne Catherine Knight. Bien que certains amis conseillent à John de ne pas rentrer chez lui et d'attendre que l'ordonnance d'éloignement s'applique, John n'écoute pas ces conseils et décide tout de même d'aller à son appartement pour récupérer ses enfants. Il craint que Catherine fasse une bêtise sur eux. Et lorsque John arrive chez lui, aucune trace de ses enfants. Mais il apprend qu'en réalité c'est Catherine qui a autorisé ses enfants à aller à une pyjama party chez des amis. John est rassuré, mais il ne compte pas rester avec Catherine. Il va donc passer la soirée chez ses voisins et il rentrera dans son appartement uniquement sur les coups de 23h. Mais alors que John est assoupi et en plein sommeil, Catherine Knight entre dans la chambre de l'homme, vêtue très légèrement d'une lingerie de couleur noire. Bien entendu, si elle a revêtu ce genre de sous-vêtements, c'est qu'elle sait très bien que John aura du mal à résister. Et elle compte bien là-dessus. Elle se dirige donc vers John et le réveille. Ils font ce qu'ils ont à faire. Finalement, John se lève, prend une douche, va aux toilettes, retourne dans son lit et s'endort. Grave erreur, puisque Catherine Knight, à ce moment-là, va lui asséner plusieurs coups de couteau. Catherine Knight aura fait pénétrer pas moins de 37 fois des couteaux métalliques affûtés dans la chair de son compagnon. Après avoir mis fin au jour de son compagnon, elle traîne le cadavre de la chambre à l'étage jusqu'à la porte d'entrée, laissant derrière une grande marque de sang. Et Catherine Knight est loin d'en avoir fini avec la pauvre dépouille de John Price. Elle va aiguiser ses couteaux, puis décapiter celui-ci. Elle terminera le travail ensuite en écorchant la peau sur l'ensemble du cadavre. Une fois qu'elle a fait ça, elle tranchera une partie des fesses du corps de John Knight
et fera cuire une partie dans une sorte de bouillon. Elle y ajoutera des légumes, assaisonnera, bref, fera en sorte que ce soit un réel plat dans le but de le servir aux enfants de John. Une fois qu'elle aura fini de préparer ce plat humain, elle dressera la table avant, finalement, d'ingurgiter une grande dose de somnifère, la faisant presque perdre conscience sur le canapé. C'est à ce moment-là qu'on retrouve nos agents de police qui pénètrent dans la maison pour la première fois, découvrent l'horreur, et surtout, une Catherine Knight affalée sur un canapé, endormie au milieu de tout ça. La meurtrière australienne est réveillée de force par les agents de police. Et la dose de somnifère qu'elle a ingurgitée est trop forte. Elle ne peut pas répondre à quelque question que ce soit. Elle ne peut pas non plus marcher et se rendort. Finalement, Catherine Knight est envoyée à l'hôpital. Son état préoccupe un peu, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les agents de police qui se trouvent sur la scène de crime sont réellement horrifiés. Ils n'ont jamais vu ça, pourtant certains d'entre eux sont réellement expérimentés et ont déjà vu des scènes de crime particulièrement horribles. Ils décident donc de faire appel à la police médico-légale de Sydney. Ils détiennent beaucoup plus de matériel et doivent réellement approfondir les recherches pour comprendre ce qui s'est passé ici. La police médico-légale de Sydney va filmer les moindres recoins de la maison pour immortaliser la scène de crime et analyser tout ça. 3 films seront en tout et pour tout réalisés. Aucun des 3 enregistrements ne sera révélé public, tellement l'horreur de cette scène de crime est frappante. Les agents de police n'attendent qu'une chose, interroger Catherine Knight. Pendant 3 jours, ils devront patienter, son état ne permettant pas de lui poser les questions nécessaires. Et la déception va quelque peu les gagner lorsque 3 jours plus tard, ils seront en capacité d'interroger Catherine Knight. Elle va tout simplement leur répondre qu'elle ne se souvient absolument pas du meurtre de son amant. Et c'est d'ailleurs un plaidoyer qu'elle va conserver jusque devant la Cour suprême australienne, où elle expliquera que pour elle, elle n'est pas coupable. Mais le matin du rendu de la décision de la Cour suprême, finalement, Catherine Knight va changer son plaidoyer et reconnaître sa culpabilité. Elle sera alors condamnée à la réclusion à perpétuité. Et cette peine inclut l'absence de possibilité d'être libérée un jour. Elle fera tout de même appel en 2006 de cette décision, l'appel sera rejeté et Catherine Knight finira ses jours en prison. Voilà pour la terrible histoire de Catherine Knight, la meurtrière australienne qui aura essayé de faire manger un bout de leur propre père à des enfants. J'espère que ce récit vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Merci de m'avoir regardé. Ciao.